C'est la force principale du tofu, c'est que moi j'aime bien dire que c'est une page blanche en cuisine. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à tout ce qu'on peut entendre autour de nous. J'incite les gens à venir goûter, rencontrer les producteurs. Ça permettra de voir d'ailleurs comment fonctionne aussi du soja. Là, tout ce qu'on voit sur les racines, là, les petites, ça s'appelle des nodosités. Et ça, c'est ce qui fait que la plante, elle est autonome pour se nourrir en azote. Le soja, c'est pas un substitut à la viande, c'est un aliment à part entière qui fait partie d'une alimentation diversifiée et équilibrée. Pour moi, c'est le produit parfait. Quand on parle de tofu, on pense souvent à un bloc blanc, fade, qu'on ne sait pas vraiment cuisiner. Un aliment encore peu connu en France. Pourtant, c'est bien plus que ça. Nous, c'est Bénédicte et Clément. On démocratise l'alimentation végétale, respectueuse de tous les êtres vivants, de l'environnement et de la santé. Et quand on parlait du tofu, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux a priori sur cet aliment. Alors, on a décidé d'aller vérifier ce qu'il en était vraiment. Loin des clichés, et pour savoir s'il peut réellement faire partie de cette alimentation qu'on défend. Et pour ça, on est parti à la rencontre de ceux qui le produisent. On a rencontré Victor et Patrick, producteurs de tofu, Étienne, producteur de soja bio, et Léa, spécialiste de l'alimentation végétale. Et bien sûr, on l'a cuisiné aussi. Pour commencer, on est parti de notre Pays Basque, direction Poitiers, à la rencontre de Victor, producteur artisanal de tofu bio et local. Salut, tu veux goûter? Bah ouais. Vas-y, je t'en prie. Salut, je m'appelle Victor, j'ai 29 ans et je suis producteur de tofu artisanal à Poitiers. Et ça s'appelle Tofu du Poitou. Verdict? Il est hyper léger en fumée. Du coup, c'est quoi exactement? Celui-là, c'est donc le tofu fumé. Donc moi, Et du coup, on parle de tofu, mais du coup, c'est quoi le tofu? Ouais. Concrètement, c'est un aliment qui est fabriqué depuis plus de 1000 ans en Chine et que moi, je fabrique du coup à partir des graines de soja sèches et que je transforme d'abord en lait de soja, puis en le faisant cailler comme un fromage, j'en fais du tofu que je presse et ce qui va donner ensuite la forme traditionnelle, typique, rectangulaire du tofu. Le tofu, c'est quand même 3 ingrédients. C'est de l'eau, du soja et un agent coagulant naturel, le nigari typiquement dans la plupart des cas. Là, le fumé va un peu rappeler un goût de lardon, un peu un goût de jambon, ce qui fait que ça passe un peu partout pour justement, moi je le mets dans des omelettes ou même pour remplacer des lardons dans une carbonara, des choses comme ça. Ou un petit salut. Et on lui a demandé comment il a découvert le tofu. C'est un produit que j'ai découvert en 2017 quand je vais habiter à Hong Kong pour mes études. Et j'ai eu la chance à cette époque-là de goûter pour la première fois un vrai bon tofu. Et depuis, ça m'a toujours un peu trotté dans la tête cette idée que il manquait du bon tofu en France. Et peut-être m'installer à mon compte pour produire à mon tour du tofu. Et donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, chiche, on va faire du tofu quoi. On va mettre les mains à la pâte et puis à la pâte de soja du coup, et on va fabriquer à mon tour du coup du tofu. Et je me suis dit, là aussi à nouveau, chiche, pourquoi est-ce que j'irais pas me former là où j'ai découvert le tofu, à Hong Kong. Et donc en septembre 2023, on est parti avec ma copine jusqu'à Hong Kong puis Taïwan pour moi me former à la fabrication traditionnelle du tofu à Taïwan pendant 1 mois. C'était donc en septembre 2023 et l'idée pour nous, c'était vraiment important quand on a entamé ce voyage de se dire qu'on ne prendrait pas l'avion pour des raisons essentiellement écologiques. Okay. Et j'en suis revenu avec du coup tout un tas de savoir-faire que j'ai pu apprendre sur place, mais que j'ai voulu décliner ou en tout cas adapter à un contexte plus local avec des aliments du terroir poitevin, on va dire. En parlant de produits locaux et de territoire, Victor nous emmène rencontrer Étienne, son producteur de soja.
C'est pour nous l'occasion d'aller à l'origine du tofu et de découvrir la culture du soja. Je suis installé depuis 2018. J'ai repris la ferme de mon papa en 2018 et je l'ai converti en bio. Donc comme culture sur la ferme, il y a des cultures d'hiver, donc du blé, des févroles, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de l'épeautre. Voilà. En gros, c'est ça pour les cultures d'hiver. Après, il y a des cultures un peu intermédiaires qu'on appelle cultures de printemps, mais qui vont se semer assez tôt dans l'année. Donc comme l'orge de printemps, les lentilles. Ouais, il peut y avoir de l'avoine, voilà, ça peut varier aussi d'une année sur l'autre. Et puis après, il y a les cultures vraiment printemps-été. Donc c'est tournesol, soja principalement. Ponctuellement, il peut y avoir du maïs, si ça s'y prête. Voilà. En fait, le choix de la culture, il va dépendre énormément du précédent, qu'est-ce qu'il y a eu comme culture avant, de certaines problématiques par rapport à une parcelle, en fonction du salissement, en fonction de... là, je sais que j'ai tel problème, bon, je peux pas mettre telle culture, mais je peux en mettre une autre. Donc voilà. S'il y a un problème avec une adventice, une mauvaise herbe en particulier, je vais pas pouvoir mettre, par exemple, le soja qui est irrigué. Si tu as une grosse problématique chardon, c'est compliqué par exemple. Parce que tu vas arroser des chardons tout l'été et donc tu vas les faire pousser, quoi. Donc c'est vraiment voilà, le choix des cultures. En bio, on a tendance à diversifier pour justement limiter ces problèmes-là. On ne fera jamais 2 fois la même culture d'affilée. Et on va essayer d'alterner entre des cultures d'hiver et des cultures de printemps. Et puis les familles de cultures, entre des céréales et des légumineuses, tu vois, par exemple. On est dans le Poitou, exactement. On est dans le Haut-Poitou, à côté d'un petit village qui s'appelle Champignan-Rochereau. Et donc on est sur une parcelle qui fait 13 hectares, une parcelle de ma ferme qui en fait 150. Donc voilà, en gros, c'est une dizaine de pourcents de la ferme qui est là. Le soja, c'est une culture de printemps qui aime la chaleur. Donc on ne peut pas semer ça trop tôt. On va semer ça à partir de fin avril, mi-fin avril jusqu'à mi-mai. Voilà. La graine, on les enrobe avec des bactéries parce que nos sols ne sont pas comme au Japon avec la bactérie qu'il faut. Donc on est obligé de la remettre autour de la graine. Et après, la récolte, elle va être fin septembre, début octobre. Ça va dépendre un peu de la climato de l'année, de la météo. Là, tout ce qu'on voit sur les racines, là, les petites, ça s'appelle des nodosités. Pardon. Et ça, c'est ce qui fait que la plante, elle est autonome pour se nourrir en azote. Plus il y en a, plus la plante, elle va être un peu exubérante. Voilà. Et on voit, là, c'est une plante, un plant, avec, il y a des ramifications, c'est un plant qui est joli, avec des gousses, enfin, il y a quand même un certain nombre de gousses, c'est intéressant. Et l'idée, c'est que normalement, une gousse normale, classique, elle doit faire à peu près 3 graines. Donc là, on voit que c'est des gousses qui vont faire à peu près 3 graines. Des fois, il peut y avoir des exceptions, celle-là, on a 2. Et là, en ce moment, ça ressemble à des haricots plats, un peu velus. Le soja, ça a cet aspect-là, un peu velu. Ça se mange pas. Et à l'intérieur, les graines, elles vont se former. Étienne nous explique ensuite où le soja peut être cultivé en France. C'est quand même une plante qui demande une climato un peu particulière. Il faut qu'il fasse assez chaud quand même. Donc typiquement, je pense que dans les Hauts-de-France, je ne sais pas s'ils font du soja. En Bretagne, je ne pense pas non plus. Par contre, le sud-ouest, c'est assez bien adapté. Je sais qu'ils s'en font par exemple aussi en Alsace parce qu'ils ont une climatologie qui s'y prête. Hein. Ils font aussi beaucoup de maïs. Donc c'est une culture qui est quand même plutôt bien adaptée en France. Et en effet, en continuant nos recherches, on trouve sur Terre Univia, l'interprofession des huiles et protéines végétales, une carte de la production de soja bio en France. Et avant de partir, Étienne nous résume les intérêts du soja en agriculture biologique. Alors le soja en bio, c'est plutôt intéressant parce que c'est une légumineuse. Donc nous, ce qu'on recherche en bio, c'est d'avoir des cultures qui vont travailler pour nous gratuitement. Donc elles fabriquent leur propre azote en gros, grâce à la bactérie là, qu'on lui met. Donc elle est autonome en fertilisation et ça c'est hyper intéressant parce que nous en bio on est un peu limité pour fertiliser. Il se trouve en plus que j'avais la possibilité d'arroser, j'avais un peu d'irrigation et c'est quand même une culture qui valorise plutôt bien l'irrigation.
sans être trop consommatrice d'eau. Donc c'est aussi intéressant en termes de potentiel sur la ferme, quoi. Et puis c'est une culture de printemps qui permet de faire une alternance avec des cultures diverses, tout ça. Donc pour plein d'aspects à la fois agronomiques, économiques aussi, elle se valorise assez bien. C'est une culture qui quand même, en termes de rentabilité, qui est intéressante. Donc pour plusieurs aspects agronomiques, économiques, voilà, c'est une culture qui se prête bien en agriculture biologique. Pour ce qui nous intéresse pour le tofu, on sait qu'il n'y a pas encore trop de demandes de tofu, mais du coup, s'il y a une croissance de la demande de tofu, donc de la demande de soja, il y a le potentiel en France pour produire du soja bio et français sur notre territoire, en fait. Je pense qu'en plus, c'est là où il sera le mieux valorisé. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'en alimentation animale, c'est pas là où la culture va être le mieux valorisée économiquement. Clairement, si on la destine à l'alimentation humaine, c'est là où, à la fois pour l'agriculteur, ce sera le plus rémunérateur, et puis où ce sera peut-être le plus pertinent pour tout le monde de faire cette culture. Vraiment, je pense que si, en effet, il y avait un marché tofu qui explosait à l'échelle de la France, forcément, il y aurait plus de producteurs aussi, parce que la culture serait mieux valorisée. Aujourd'hui, ça part en alimentation animale. Bon, nous, on en fait pour toutes les raisons que je vous ai dit, économiques, agronomiques, tout ça et tout. C'est vrai que si on la destine à l'alimentation humaine, peut-être ça développera encore plus les surfaces, parce qu'elle sera mieux valorisée, et donc sur des rendements un peu plus faibles, elle deviendra plus rentable. C'est tout bénéfice pour tout le monde, j'ai envie de dire. Le consommateur, il a du soja bio qui est à côté de chez lui, et puis l'agriculteur, il a une culture qui est rémunératrice, qui est intéressante pour sa rotation. Voilà, donc En plus, non seulement c'est plus intéressant économiquement, mais même écologiquement. Du coup, il y a quand même, c'est une des rares cultures où c'est quand même évident que là, tu passes par du coup un intermédiaire que sont les vaches ou le poulet qui vont manger le soja, plutôt le poulet. Alors que là, c'est typiquement une culture que tu peux manger toi-même en tant qu'être humain. C'est quand même fou de se dire que en fait, on a cette possibilité-là de sauter un maillon en fait, de la chaîne. On finit la rencontre autour d'un plateau de tofu, avant de reprendre la route pour rencontrer Patrick, producteur de tofu bio dans le Béarn. Alors, je m'appelle Patrick Girard. Nous, notre objectif principal, c'est de travailler en local, bien sûr. Et donc, on est dans le pays de Béarn. Et donc, le Béarn est une terre de soja, même si on ne le sait pas, puisqu'on voit beaucoup de maïs. Mais c'est vrai que donc, on a beaucoup de producteurs bio de soja aux alentours. Donc, tout notre soja vient à 100% du Béarn. En plus de produire localement, Patrick fournit les restaurateurs et les épiceries en circuit court. On en profite d'ailleurs pour lui demander comment est fabriqué le tofu. Pour fabriquer le tofu, la journée commence en fait la veille au soir, quand je prends la graine sèche et qu'en fonction du volume que je veux de tofu, je pèse un certain nombre de kilos de graines sèches que je vais mettre à tremper. Elles vont tremper pendant minimum 12 heures, donc toute la nuit. Le lendemain, cette graine qui a gonflé, je la passe au broyage dans un moulin pour extraire le lait de soja. Ce lait de soja, je vais le mettre dans une marmite et je vais le porter à ébullition. Il va bouillir pendant un certain temps. Ensuite, je l'extrais de cette marmite. J'attends une certaine température pour le mélanger avec un coagulant, qui est donc du sel de Nigari. Ce caillage va reposer un petit moment. Une fois qu'il sera bien caillé, je vais récupérer ce caillé, le mettre dans des moules avec une étamine, pour me protéger bien sûr des moules, qu'il puisse bien s'égoutter. Il va aller dans une presse.
les blocs de tofu ainsi formés et pressés. Vont être découpés. Repasser dans une trempe pour enlever un peu l'amertume que peut avoir le sel de Nigari. Après, si c'est du nature, je le découpe. Si c'est en fumage, je vais le mettre dans un bain, dans une saumure salée. Et il sera mis dans un fumoir après. En parlant du sel de Nigari, Victor nous emmène dans son labo pour nous expliquer exactement ce que c'est. Ça, c'est du sel de Nigari, c'est un coagulant naturel que j'utilise. En fait, c'est très simplement, vous voyez les marais salants, en fait, il y a des petits monticules de sel qui se forment sur les marais salants, et c'est l'eau qui va être autour, qui va en fait être dénuée de sel, puisque le sel s'est aggloméré dans le monticule. Donc c'est de l'eau de mer qui s'est débarrassée de son sel et qui va contenir essentiellement du chlorure de magnésium. Le chlorure de magnésium étant le sel de Nigari. Voilà. Donc, le tofu que l'on mange provient d'un soja cultivé en France, produit par des artisans passionnés, de manière bio et locale. Et pourtant, de nombreuses personnes n'en mangent pas. On se demande alors pourquoi. Bon, les clichés de base que je comprends par ailleurs, c'est qu'en effet, ça n'a pas de goût, que c'est du carton, que c'est un truc de vegan. Voilà, c'est des clichés classiques. Ça, c'est assez facile à débunker, entre guillemets, parce que justement, dans la poêle, il y a du tofu. Je leur dis, écoutez, et on en reparle en fait. La plupart des réactions sont très très positives, quoi. C'est pour ça que là, sur le marché, j'essaie aussi d'aller voir les gens pour leur faire goûter, parce que c'est un produit qu'ils ne connaissent pas pour la plupart, ou qu'ils connaissent mal. Et du coup, là, c'est vraiment... c'est un challenge de tous les samedis, quoi, d'aller voir les gens, de leur proposer. Souvent, ils me demandent c'est quoi, et je leur dis je vous dis pas. Et les gens ils goûtent et ils se disent c'est bon, c'est quoi, et je leur dis c'est du tofu. Ils disent j'aurais pas cru. Tu peux y aller, c'est très bon. Attention, c'est un peu chaud, juste faites attention. Ce que je dis souvent aux clients ou aux gens que je croise dans les animations, c'est qu'on n'a pas idée de manger une pomme de terre crue, sans sel, sans beurre, ni même du riz ou des pâtes. Elles sont toujours assaisonnées. Donc relativisons les comparatifs, quoi. C'est souvent le premier écueil qu'il faut passer, c'est voilà, le tofu ça n'a pas de goût, c'est fade. Oui, mais qui mange sans sel, sans sucre, sans rien, il y a peu d'aliments que l'on consomme comme ça finalement. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Après, il y a des clichés qui ont la peau dure. La déforestation, ça reste un truc. Les gens pensent qu'en mangeant du tofu, on déforeste l'Amazonie. Je leur explique patiemment que non. Par rapport à la déforestation, on entend beaucoup du coup là sur que le tofu qui fait à part de soja, le soja déforeste. Qu'est-ce que t'en penses toi Ce que je peux dire, c'est qu'ici, c'était pas une forêt, ou alors c'était il y a très très longtemps. Donc ça fait très longtemps qu'ici, c'est cultivé, et donc c'est pas une... Là, la culture ici, elle n'a pas contribué à la déforestation. En plus, nous, tous les ans, on doit donner un document à notre coopérative pour dire justement que notre soja, il n'est pas issu de la déforestation. Donc c'est très contrôlé en France. Pour ça, il n'y a pas de sujet. Le soja français, par définition, il ne sera pas issu de la déforestation. Pourtant, c'est une des interrogations qui revient le plus. On décide alors de creuser le sujet un peu plus. Et en effet, on trouve que le soja est bien l'une des principales causes de la déforestation. Mais en continuant nos recherches, on trouve qu'entre 70% et 90% de la production de soja est utilisée pour nourrir les animaux d'élevage. La production de soja et l'élevage animal engendrent une déforestation massive des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Ce désastre écologique est la conséquence de nos modes de consommation et de vie. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas pour produire du tofu que le soja est massivement importé. Il sert avant tout à nourrir les animaux d'élevage que nous consommons. Cette consommation croissante demande de produire toujours plus de soja, au détriment de l'environnement et des forêts détruites pour alimenter le marché mondial. Donc le soja qui déforeste est celui destiné à nourrir les animaux d'élevage dans le monde et en France. Et principalement les volailles,
mais aussi les bœufs et tous les autres types d'animaux d'élevage. Donc le tofu que l'on mange n'est pas responsable de la déforestation. Et un autre cliché qui pour le coup là revient plus souvent, c'est les liens entre soja et santé. Et pour aborder ce sujet, on a rencontré une spécialiste de l'alimentation végétale. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, je me présente, je suis Léa Lebrun, je suis psychologue et diététicienne spécialisée dans les alimentations végétales. Je suis donc membre du conseil scientifique de l'Observatoire national des alimentations végétales, l'ONAV, et co-autrice de 2 livres sur le sujet. Donc ces 2 livres sont «La meilleure façon de manger végétal» et «La science de l'alimentation végétale». Donc le soja, bien que ce soit pas un aliment indispensable, on peut tout à fait avoir une alimentation équilibrée sans soja. Il présente quand même des caractéristiques nutritionnelles et environnementales intéressantes, ce qui fait qu'il fait partie d'une alimentation variée et équilibrée. En France, ce sont surtout les végétariens et les végétaliens, hein, qui consomment le plus, de soja, et autant que les populations asiatiques. Donc on a quand même un recul par rapport aux populations asiatiques sur la consommation du soja. Donc la consommation de soja, on sait qu'elle est sans risque à tous les stades de la vie et c'est constaté par, comme une consommation assez ancienne et c'est confirmé donc par des études observationnelles et interventionnelles. On sait que les effets du soja sont plutôt positifs et ils semblent porter sur les cancers hormonodépendants et également des effets positifs au niveau cardiovasculaire. Donc ça peut s'expliquer sur le plan cardiovasculaire, à la fois parce que en fait, les isoflavones ont une nature antioxydante et également parce que en fait, les personnes vont remplacer la viande par le soja et du coup, c'est sans doute l'effet combiné qui explique, les effets positifs qu'on retrouve. Mais on n'est pas encore certain de ces effets positifs, hein, puisque souvent dans les études nutritionnelles, c'est difficile d'établir un lien de causalité sur un seul aliment. Donc on est encore en tout cas, on sait ce qu'on sait, c'est que c'est sans risque à tous les stades de la vie et ça, c'est constaté par une consommation assez ancienne. Ouais, dans le monde, est-ce que, il y a dans certains, programmes nutritionnels de certains pays, ils recommandent la consommation de soja, de tofu? Est-ce que ça, tu le sais ou pas forcément, tu as pas ces données-là? Dans pratiquement tous les autres pays, au niveau international, les avis sont plutôt en faveur de l'innocuité du soja et donc indiquent plutôt des bénéfices sur la santé à sa consommation et voire en effet certains l'encouragent et notamment pendant la grossesse ou même dès le début de la diversification et c'est là où en fait en France on est assez isolé, on est vraiment isolé au niveau de cette posture. Donc contrairement aux a priori, le soja est bon pour la santé, même recommandé dans certains pays tels que la Suède, le Canada et le Royaume-Uni. Mais une question reste à éclaircir concernant les isoflavones qu'on retrouve dans les végétaux et qui ont une structure similaire aux œstrogènes qui régulent notamment le cycle hormonal. Donc en fait, par rapport aux isoflavones, c'est vrai que le soja a cette particularité de contenir une proportion d'isoflavones qui est la plus forte parmi les végétaux habituellement consommés. Donc c'est en ça que ça peut être inquiétant et ça pourrait comporter des risques. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser qui est légitime. Parce qu'en fait, les isoflavones ont une similitude de structure avec l'œstradiol. Et donc, il y a une interrogation par rapport à une possible analogie fonctionnelle, c'est-à-dire que le corps l'utiliserait comme une hormone, donc l'œstrogène. Donc ces substances, hein, on sait qu'elles présentent une activité qui peut être comme les œstrogènes, et ça a été démontré in vivo chez certains animaux. Donc c'est légitime de se poser cette question, en effet. Cependant, là on commence à avoir assez de recul, hein, sur les études chez les êtres humains, et on sait que
Ça ne fait pas ça chez nous. Alors chez certains animaux, oui, mais pas chez nous. Et comme je le disais, également, les teneurs sont très variables en fonction du lieu de production et également la préparation du soja. Selon si on va le coaguler, si on va le fermenter, si on va le chauffer. On sait que par rapport à si on prend la graine de soja, la teneur en isoflavones, on sait que déjà le trempage va retirer déjà 12% d'isoflavones, le traitement thermique environ 49% et la coagulation environ 44%. Donc on voit que là, déjà, rien qu'avec ces traitements-là, on baisse déjà pas mal les taux d'isoflavones. Donc, en fait, pour résumer, si je comprends bien, si donc on prend un tofu, déjà dans le produit fini du tofu, il y a déjà beaucoup moins d'isoflavones parce que tous les procédés font que ça réduit grandement les isoflavones. Donc en fait, j'entends qu'il y a pas de risque et c'est pas un sujet, il y a pas de problème en fait à consommer, du tofu régulièrement, si on dans une alimentation diversifiée. C'est ça. Pour conclure, on aborde la question de la comparaison entre la viande et le tofu, et on demande à Léa si cette comparaison est pertinente. Comme je disais, le soja, c'est pas un substitut à la viande, c'est un aliment à part entière qui fait partie d'une alimentation diversifiée, équilibrée. Et on peut tout à fait consommer des produits animaux et consommer du soja. C'est vraiment un aliment qui a un profil nutritionnel qui lui est propre et qui est très intéressant pour ce profil-là. Ce qui va quand même avoir de différent par rapport à la viande, c'est, quand même un peu moins de protéines, même s'il y en a suffisamment et elles sont hautement biodisponibles, hein. Il y en a moins dans le tofu. Il va y avoir un petit peu de glucides là où dans la viande il y en aura pas. Et par contre, ce qui est très intéressant dans le tofu, c'est qu'il y aura un peu de lipides, mais surtout pas de graisses saturées. Le tofu est pauvre en graisses saturées et ça, c'est intéressant. Le tofu, en plus, du coup, va apporter du calcium et du magnésium. Donc ça va dépendre, de l'agent coagulant qu'on aura utilisé, ce qu'on ne va pas forcément retrouver, dans les produits animaux, enfin dans la viande. Et le tofu va également apporter du fer. Donc, c'est en ça que c'est différent et en même temps, ça apporte un peu les mêmes choses. C'est pour ça que parfois, pour simplifier, on peut dire qu'on peut substituer le tofu, dans une assiette. Moi, je ne prône pas le fait de remplacer la viande par le tofu, par exemple. En fait, même nous-mêmes au départ, on a consommé du tofu, on a fabriqué notre premier tofu dans notre cuisine, alors qu'on n'était pas ni végétarien ni végétalien. Donc, c'est juste un aliment de plus dans une cuisine. Et la cuisine asiatique, que l'on peut trouver sur Internet, hein, euh, le tofu est un aliment de base de cette cuisine-là. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir les recettes et ne pas se dire c'est tout ou rien. On n'est pas obligé de passer du tout viande au zéro viande pour manger du tofu. Un produit qui pourrait, en fait, je pense, plaire à beaucoup de gens et pas juste à des végétaliens ou des végétariens convaincus. On a quand même un aliment qui est hyper protéiné, qui est pas gras, qui contient pas de lactose, qui contient pas de gluten, donc hyper digeste, qui est moins cher que de la viande, et aussi ça a la particularité d'être très peu transformé. Et moi je pense qu'il faut vraiment faire sortir le tofu de sa niche actuelle, qui est vraiment un produit catalogué illico comme un produit de vegan, alors même qu'il doit absolument faire son entrée dans les assiettes même de gros viandards en fait. Parce que ce sera autant d'animaux qu'on va épargner, ce sera aussi des bienfaits pour la santé qui seront énormes, puisque surtout quand le tofu est consommé en remplacement de la viande, c'est des bénéfices pour la santé en termes de maladies cardiovasculaires, en termes de beaucoup de cancers colorectal, etc., qui sont considérables. Donc oui, je pense qu'il faut que le tofu irrigue un peu et soit plus seulement proposé comme un peu par défaut l'option vegan des restaurants, mais que vraiment il y ait des vrais plats préparés autour de ça, avec ça comme pièce principale, un peu comme un steak est une pièce principale dans un plat, quoi. Donc allons-y à fond sur le petit salé aux lentilles avec du tofu, avec les pâtes carbonara par défaut, hein, mais avec du tofu pour remplacer les lardons, des bolognaises végétales, ça marche super bien aussi, émietté. Enfin, il y a mille et une façons de le cuisiner et c'est la force principale du tofu, c'est que moi j'aime bien dire que c'est une page blanche en cuisine. C'est Camille Auger, dont j'ai parlé avant, qui le qualifie comme ça, et je trouve ça très juste. C'est une page blanche que chacune peut s'approprier et créer des recettes avec. Donc pour moi, c'est le produit parfait. Et justement, si sur le papier, le tofu remplit tous les critères tant nutritionnels qu'environnementaux, il reste le plus important, le goût. Et pour ça, on demande directement à Victor et Patrick leur recette préférée de tofu.
Honnêtement, la recette du tofu brouillé à base de sel de kalanamak et de curcuma pour avoir la couleur, moi je trouve ça vraiment top. C'est tout simple à faire, c'est fait en 2 minutes. Le week-end, on a un peu de temps, on se fait un petit déjeuner sympa. Après la grasse matinée, ça réveille bien, c'est bien. Moi, je trouve que avec un tofu artisanal, à la différence d'un tofu industriel, c'est souvent les recettes les plus simples qui sont les meilleures. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que je le fais simplement revenir à la poêle avec une poêlée de légumes et avec un tofu à côté sauté. C'est déjà super bon. Après, moi, si j'ai un peu plus de temps et que je veux me chauffer un peu pour faire des bonnes recettes, moi, mon plat de tofu ultime, c'est le mapo tofu, qui est la spécialité sichuanaise, donc une des provinces chinoises. C'est un tofu justement mi-ferme, similaire à mon tofu artisanal, qui est mijoté dans une sauce à base. Alors traditionnellement, c'est avec du bœuf, donc c'est déjà très curieux d'ailleurs de voir qu'en Chine, on mange du bœuf avec du tofu. C'est un truc qu'on verrait absolument pas en France. Mais du coup, en version végétale, c'est super bon aussi. On remplace le bœuf par des champignons shiitake ou des choses comme ça, ou des protéines de soja si on veut, une double dose de soja. Et avec donc cette sauce qui est rouge, qui est très pimentée, avec du poivre du Sichuan qui a cette particularité d'être anesthésiante un peu pour la langue, ça va picoter. Et aussi avec beaucoup de piment, beaucoup de sauce soja, un peu d'huile de sésame. C'est le paradis, hein, globalement. Pour moi, c'est indétrônable comme ça. Et pour finir cette belle aventure, on a mis notre tablier pour cuisiner ce fameux tofu français. En résumé, le tofu, c'est seulement 3 ingrédients. Peu transformé, bio, local et bon pour la santé. Mais avant tout, le tofu, c'est de la cuisine. Et la cuisine, c'est fait pour être convivial, partagé et savouré. Et maintenant, à votre tour de découvrir ou redécouvrir le tofu.